En ce moment même, une pensée vous obsède. Quelqu'un qui vous désapprouve, qui se montre froid, qui ne réagit pas comme vous l'attendez. Vous rendez-vous compte de l'énergie que vous dépensez à essayer de chasser cette personne de votre esprit? Jung lui a donné un nom. En entendant ce nom, vous vous direz peu, être pour la première fois. C'est moi, c'est le matin. Nous allons au travail ou à l'école. Nous saluons notre voisin dans l'ascenseur. Il détourne la tête ou nous répond brièvement, sans expression. Tout au long de la journée, cette brève rencontre nous hante. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce elle ne m'aime pas? Pourquoi m'a-t-il? Elle regardait comme ça. Le soir, en rentrant, nous avons élaboré tout un scénario pour ce contact fugace. Sommes-nous responsables ou est-ce lui, elle? Pourtant, cette personne était probablement juste fatiguée. Elle avait tout un autre souci. Nous avons passé des heures à ressasser la situation, à l'interpréter et à l'exagérer. Cette scène vous semble familière, n'est-ce pas? Parce que c'est une expérience que nous vivons tous. Parfois, les quelques j'aime que nous recevons sur les réseaux sociaux nous étouffent. Parfois, après une intervention en réunion, nous nous demandons « Ai-je été mal compris ?» Nous nous interrogeons, nous demandant « Comment vas-tu » Parfois, nous attendons que notre ami le plus proche nous pose la question, et lorsqu'il ne le fait pas, nous ressentons une déception silencieuse. Quel est le point commun entre tous ces moments? Un besoin profond de réaction, de regard et d'approbation de la part des autres. Sans prendre conscience de la profondeur de ce besoin, il est presque impossible d'y échapper. Alors pourquoi est-ce un sujet si important? Pas seulement parce qu'il s'agit d'un trouble psychologique. Le besoin d'approbation agit comme l'architecte invisible de nos vies. Le chemin professionnel que nous choisissons, les personnes avec lesquelles nous entretenons des relations, ce que nous disons et ne disons pas, les valeurs que nous adoptons et celles que nous refoulons, nous façonnons tout cela, souvent inconsciemment, en fonction du poids que nous accordons à l'approbation d'autrui. Ce poids devient si courant avec le temps que nous oublions même que nous le portons. Nous portons ce fardeau comme une fatalité. Comment ce besoin d'approbation s'est-il insidieusement installé en nous? L'avons-nous acquis à la naissance ou l'avons-nous appris plus tard? Peut être les deux. Peut être la frontière entre les deux est-elle si floue qu'il est difficile de la distinguer? En nous posant ces questions, nous comprenons toute la pertinence de la pensée de Carl Jung. Jung a exploré la psyché humaine bien au-delà des apparences. Il y a découvert une vérité à la fois sombre et transformatrice. Ce ne sont pas les autres qui nous contrôlent, mais cette voix intérieure familière. Cette voix se présente souvent comme celle d'autrui. Combien de fois avons-nous agi à l'encontre de nos véritables sentiments, simplement pour éviter d'être exclus? Combien de fois avons-nous dit oui alors que nous voulions dire non? Combien de fois avons-nous voulu partager une pensée, mais l'avons enfouie au plus profond de nous-mêmes par peur du jugement? En quête d'approbation, nous nous éloignons de nous-mêmes. À chaque décision, à chaque relation, lentement, sans même nous en rendre compte, nous nous laissons aller. L'observation de Carl Jung à ce sujet était la suivante. La dépendance à l'égard de l'approbation du monde extérieur empêche une personne d'affronter l'inconnu en elle-même. Autrement dit, notre préoccupation pour le regard des autres a une raison d'être cachée. Elle nous empêche de nous confronter à nous-mêmes. Rechercher l'approbation est aussi une stratégie d'évasion. Cela peut paraître étrange au premier abord. Réfléchissez-y un instant. Si aujourd'hui vous recherchez désespérément l'approbation de votre collègue, de votre mère ou de vos abonnés sur les réseaux sociaux, la véritable question à se poser peut être « Que vous apporte cette approbation? Quel vide comble-t-elle » Car rien ne crée de dépendance sans raison. Il y a toujours un besoin profond derrière, et sans comprendre ce besoin, les solutions superficielles sont inutiles. C'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Les enseignements de Carl Jung nous tendent un miroir avant de proposer des solutions. Ce que nous y voyons est parfois déstabilisant, mais c'est précisément dans cette remise en question que germe la véritable liberté. Enfants, nous faisions ce que nous aimions. Nous dessinions, nous chantions, nous posions des questions idiotes. Personne ne nous regardait, personne ne nous notait, on faisait comme on voulait. Puis un jour, quelqu'un s'est moqué de nous. Ou quelqu'un a dit « À quoi ça sert ?» À partir de ce moment-là, quelque chose a changé. On a commencé à regarder avant d'agir, pour voir si quelqu'un nous observait, pour anticiper les réactions. Ce changement s'est opéré si discrètement qu'on ne s'en est même pas rendu compte. C'est là qu'a commencé le cycle de l'approbation. Un petit moment innocent, apparemment inévitable. Mais le poids de ce moment, on l'a porté sur nos épaules pendant des années.
Jung n'adopte pas l'approche conventionnelle de ce sujet. Nombre de penseurs considèrent le besoin d'approbation uniquement comme un phénomène social. La société nous a conditionnés ainsi, la culture nous l'a imposé, et c'est pourquoi nous sommes ainsi. Jung ne néglige pas non plus ces facteurs, mais il va beaucoup plus loin. Il se demande comment ce conditionnement agit-il précisément en nous? N'affecte-t-il que nos pensées? Ne façonne-t-il que nos comportements? Ou est-il enraciné à un niveau beaucoup plus fondamental? Il résume la réponse par un seul concept, le complexe. Jung est l'un des pionniers de ce terme en psychologie. Lorsqu'il parle de complexe, il entend quelque chose de très différent de l'expression courante « avoir un complexe ». Selon Jung, un complexe est une charge psychique concentrée, formée d'émotions, de souvenirs et de croyances intimement liées. Cette charge possède un noyau qui prend souvent naissance dans une expérience émotionnelle intense. Imaginez, enfant, vous avez fait quelque chose. Peut-être avez-vous partagé une idée avec enthousiasme. Peut-être avez-vous protesté contre quelque chose. Peut-être étiez-vous simplement vous-même. À ce moment précis, vous avez essuyé une réaction froide. Mépris, rejet, silence. Ce n'était peut-être même pas si grave. Mais à ce moment-là, ce n'était pas un cerveau adulte, mais un esprit enfantin qui tentait de comprendre le monde. Cet esprit a enregistré « Agir ainsi est dangereux ». La fois suivante, cette intuition s'est déclenchée automatiquement. Et les fois suivantes encore. Avec le temps, cette intuition, sans même que vous vous en rendiez compte, est devenue un réflexe. C'est le mécanisme le plus fondamental qui illustre la formation d'un complexe. Il ne se forme pas à partir d'un seul souvenir, mais par l'accumulation de souvenirs similaires. Une fois formé, ce complexe acquiert une force autonome. Alors que vous souhaitez prendre une décision logique et calme, cette voix intérieure se manifeste et vous entraîne dans une autre direction. Ne fais pas ça, ne sois pas différent, tu ne seras pas approuvé. Et vous obéissez sans vous demander à qui appartient cette voix. Alors pourquoi cette voix est-elle si puissante? Parce que son intensité émotionnelle est très forte. Jung disait que l'énergie psychique est mue par l'émotion, non par l'information logique, mais par l'expérience émotionnelle. Ainsi, penser « je n'ai pas besoin d'approbation » n'efface pas cette trace émotionnelle. Cette trace est enregistrée à une couche beaucoup plus profonde. Atteindre ce niveau n'est pas possible par la seule pensée. La perspective la plus précieuse de Jung ici est qu'il ne catégorise pas les complexes comme mauvais ou faibles. Il les perçoit comme des stratégies d'adaptation qui avaient du sens par le passé. Ce jeune enfant faisait de son mieux pour se protéger de ces réactions. Mais le problème est le suivant. Cette stratégie fonctionnait dans l'enfance. À l'âge adulte, elle ne protège plus, elle restreint. Ce qui semblait être un espace sûr devient peu à peu un espace étriqué. Lorsque nous recherchons l'approbation des autres aujourd'hui, répondons-nous vraiment à nos besoins actuels? Ou revivons-nous la peur d'un moi beaucoup plus ancien et beaucoup plus vulnérable? Cette question paraît simple au premier abord. Mais lorsqu'on l'intériorise vraiment, elle change tout. Le moment où l'autre personne désapprouve peut être lié à la fatigue du jour. Le tumulte intérieur, lui, provient d'un passé beaucoup plus ancien, d'un lieu beaucoup plus familier. Carl Jung disait que comprendre cette différence est vital. Attribuer la réaction d'aujourd'hui à une blessure du passé nous épuise, nous et nos relations. Percevoir chaque critique comme une menace existentielle, vivre chaque désapprobation comme un rejet profond, c'est réagir au passé et non au présent. Pour se libérer de ce cycle, il est essentiel d'en identifier le noyau. À quel moment, avec quelle émotion, quelle croyance s'est ancrée en nous? Se poser cette question est déjà un excellent point de départ. Plus on nie ces complexes, plus ils se renforcent. Ils ne disparaissent que lorsqu'on les accepte. Ils s'enlisent. Cette énergie psychique emprisonnée cherche à s'exprimer. Elle se manifeste généralement aux moments les plus inattendus et de la manière la plus surprenante. Réagir de façon disproportionnée à un détail insignifiant, s'effondrer pour un rien, verser des larmes non pas pour un événement important, mais pour une situation apparemment absurde. Ce sont les signes avant-coureurs d'une accumulation, d'un débordement, et ce débordement porte en lui une voix qui attend d'être entendue, reconnue. Qui est cette voix? D'où vient-elle? Et quand sera-t-elle réduite au silence? Pour trouver les réponses à ces questions, il nous faut examiner l'une des observations les plus pertinentes de Jung, la distinction entre le moi et le soi. Ici, le moi ne s'entend pas au sens courant des égocentriques. Pour Carl Jung, le moi est notre conscience,
la partie de nous-mêmes dont nous sommes conscients, ce que nous pensons être. Notre nom, notre passé, nos rôles, notre identité sociale. Tout cela relève du moi. Le soi, en revanche, est beaucoup plus vaste. Selon Carl Jung, le soi est l'être humain intégré avec toutes ses dimensions conscientes et inconscientes, le connu et l'inconnu, l'accepter et le refouler, la lumière et l'ombre, l'identité la plus profonde qui englobe tout. Le moi doit apprendre à servir le soi. Autrement dit, notre identité sociale, limitée, doit laisser place à notre identité véritable et plus vaste. Alors, quel est le lien avec le besoin d'approbation? Voici comment. Lorsque nous recherchons l'approbation, nous agissons au niveau du moi. Comment me perçoivent-ils? Suis-je à la hauteur? Suis-je accepté? Telles sont les questions du moi. L'ego, par sa nature même, compare, mesure et évalue. Il intériorise les perspectives d'autrui. Livré à lui-même, il ressent le besoin impérieux d'être nourri de l'extérieur, car il se sent incomplet. Il n'est qu'une partie d'un tout. Le soi, en revanche, n'éprouve pas une telle soif, car il connaît sa place au sein de l'ensemble. Il n'a pas besoin de validation, car il existe déjà. Il est déjà complet. Cela peut paraître mystique. Pourtant, Jung l'a défini non comme un concept abstrait, mais comme une expérience vécue. Existe-t-il des moments où vous êtes pleinement en harmonie avec vous-même, ou, quoi qu'il arrive de l'extérieur, vous restez ferme intérieurement, vous sentant véritablement vous-même? Dans ces moments-là, l'ego et le soi ne font qu'un. Dans ces moments-là, cette soif profonde d'approbation d'autrui s'atténue étrangement. À ce stade, il convient d'évoquer ce que Carl Jung appelait « énantiodromie ». C'est un terme complexe, mais l'idée sous-jacente est très claire. Lorsque toute chose atteint des extrêmes, elle se transforme en son contraire. Cela est vrai à toutes les époques, à tous les niveaux de la psychologie. Un excès de contrôle peut mener au chaos, une rigidité excessive à la fragilité, et une recherche constante d'approbation à l'épuisement et au désespoir. Nous connaissons des personnes qui ont vécu cela. Peu, être même l'avons-nous vécu nous-mêmes. Pendant des années, vous avez répondu aux attentes de tous. Vous avez réussi, vous étiez apprécié, vous étiez reconnu. Un matin, vous vous réveillez ou peu, être progressivement, au fil des mois, avec un étrange vide intérieur. La question « Est-ce pour cela que j'ai tant travaillé ?» surgit silencieusement. Même de l'extérieur, tout semble aller bien. Mais intérieurement, il est clair que quelque chose cloche. C'est le signe de l'énantiodromie. À ce moment-là, l'âme vous dit « Tu es allé trop loin dans la mauvaise direction ». Jung décrivait ces tournants non pas comme des crises, mais comme des opportunités. Car c'est à cet instant que les murs de l'ego se fissurent. À travers cette brèche, la voix du soi se fait entendre clairement pour la première fois. Sans crise, cette voix reste souvent inaudible, car l'ego est très bruyant. Il est constamment en ébullition, en train de planifier, de comparer. Lorsqu'une faille se fissure, ce bruit cesse. Et il y a autre chose en dessous. Lorsque l'ego faiblit, nous nous sentons très vulnérables pendant un certain temps. Car si nous avons largement bâti notre identité sur cette validation extérieure, lorsque cette validation vacille, nous commençons à nous interroger sur qui nous sommes. Ce processus est véritablement difficile. Jung ne l'a pas idéalisé, mais il disait « Cette difficulté est nécessaire, car sans que l'ancienne identité ne soit brisée, une identité nouvelle et plus authentique ne peut se construire. Renoncer à attendre que tout le monde vous aime n'est pas abandonner, c'est trouver son vrai soi. Ce vide intérieur que la validation extérieure ne peut combler est celui où attend quelque chose qui vous appartient vraiment. Apprendre à combler ce vide de l'intérieur et non de l'extérieur. Voilà le cœur même de l'enseignement de Carl Jung. Quand la plupart des gens disent « se débarrasser du besoin d'approbation », ils veulent dire « cesser de s'intéresser aux autres, devenir froid, se moquer de ce que pensent les autres, se replier sur soi ». Ce conseil paraît logique à première vue, voire efficace. Mais du point de vue de Carl Jung, ce n'est pas la solution au problème. C'est une autre version de celui-ci. Car apprendre à se soucier des autres, c'est simplement combattre et refouler son ombre. Tout ce que l'on refoule revient plus fort. Quand quelqu'un vous dit « tu n'as plus besoin de l'approbation de personne », comment intégrez-vous cette phrase? Le plus souvent, vous vous dites « alors je dois prouver que je n'ai besoin de personne ». Cet effort pour prouver son indépendance est-il plus sain que celui pour rechercher l'approbation? Non. Dans un cas, on dépend de l'approbation des autres. Dans l'autre, on dépend de l'affirmation « je n'ai besoin de personne ».
Dans les deux cas, on est tourné vers l'extérieur. Dans les deux cas, on réagit aux autres. Ce n'est pas la liberté, c'est une autre forme d'emprisonnement. Ce que Carl Jung affirme repose sur une distinction bien plus subtile. Se libérer du besoin d'approbation ne signifie pas apprendre à se passer des autres, mais se défaire de la dépendance existentielle à leurs réactions. La différence est immense. Dans un cas, on refoule ses émotions. Dans l'autre, on ressent des émotions, mais elles ne nous dominent pas. C'est nous qui les maîtrisons. Vous refusez une offre d'emploi importante. Votre famille et votre entourage expriment ouvertement leur déception. Auparavant, vous auriez immédiatement intériorisé ces réactions. Ai-je fait une erreur? Je les ai déçus. Être, devrais-je reconsidérer ma décision? Et cette intériorisation vous éloignerait de vos véritables aspirations. La personne intégrée, telle que décrite par Carl Jung, observe ses réactions, les ressent et se dit « cela les a contrariées ». Puis elle se tourne vers elle-même. Alors, qu'est-ce qui était bon pour moi? Répondre véritablement à cette question exige une grande force intérieure. Cesser d'attendre l'amour de tous ne signifie pas renoncer à la sentimentalité, mais reprendre le contrôle de ses émotions. Vous n'allez pas ignorer les critiques. Vous l'entendrez. Cette voix vous atteindra, mais elle ne décidera pas de votre destination. C'est vous qui déciderez. Cette différence semble minime. Pourtant, lorsqu'on la ressent, elle donne l'impression que le monde a basculé. Nombreux sont ceux qui qualifient le besoin d'approbation de faiblesse. Cette perspective peut s'avérer extrêmement néfaste, car on a tendance à refouler tout ce que l'on appelle faiblesse. On dit à son côté sombre, ceci est inacceptable. Plus on refoule, plus le besoin s'intensifie, plus il devient oppressant. Carl Jung, lui, voyait le besoin d'approbation non comme une faiblesse, mais comme un signal. Ce signal dit « Il y a en moi quelque chose d'inassouvi. Une part de moi attend d'être entendue. » Prendre ce message au sérieux n'est pas une faiblesse, mais un grand courage. Une autre idée reçue courante est que l'individuation rime avec solitude. Ainsi, l'expression « tracer son propre chemin » est perçue comme une vie coupée des autres. Carl Jung ne l'entendait jamais ainsi. S'individuer, ce n'est pas fuir les relations, c'est s'engager dans des relations avec un soi plus authentique, se connecter sans masque. Paradoxalement, ce type de connexion est bien plus profond et durable. Parce que vous ne vous rabaissez plus pour être aimé, vous êtes vu tel que vous êtes. Surmonter ces malentendus ne relève pas d'un simple effort mental. Il ne suffit pas de dire « je comprends, je ne dépendrai plus des autres ». Il s'agit de modifier des apprentissages émotionnels, des schémas inconscients et des connexions neuronales qui se sont formés au fil des ans. L'une des erreurs modernistes auxquelles Jung s'opposait le plus fermement était la croyance que la conscience pouvait tout résoudre. La conscience n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'ampleur réelle se trouve bien en dessous. Alors, que pouvons-nous faire concrètement? Une action concrète et réelle que nous pouvons entreprendre cette semaine, demain. Certaines personnes qui semblent avoir surmonté leur besoin d'approbation ont en réalité seulement appris à le dissimuler. Une personne qui paraît froide et indifférente en apparence, quelle soif d'approbation peut-elle bien nourrir en elle? Ces deux attitudes sont très différentes. L'une est une véritable transformation, l'autre un nouveau masque. Carl Jung a beaucoup insisté sur ce point. Nier son ombre ne la détruit pas, cela ne fait que la refouler. Là, elle grandit, s'accumule et se renforce. Un jour, généralement au moment le plus inattendu, elle réapparaît, parce qu'elle veut être reconnue. Elle veut toujours être reconnue. Les grandes transformations ne commencent souvent pas par de grands pas, mais par de petites prises de conscience répétées. Dans la psychologie de Carl Jung, le but de la pratique n'est pas de se corriger, mais de se connaître soi-même. C'est une distinction subtile, mais essentielle. Chaque fois que vous vous apprêtez à faire ou à dire quelque chose, écrire un commentaire, prendre une décision, prendre position, partager ou non une information, demandez-vous honnêtement « Pour qui est-ce que je fais cela? Est-ce que je le fais vraiment pour moi-même ou pour que quelqu'un d'autre me perçoive d'une certaine manière ?» Se poser cette question peut au départ susciter des réponses dérangeantes. J'ai publié ce message parce que je voulais qu'on me voie comme une personne qui réussit. J'ai porté cette tenue parce que je voulais être apprécié. J'ai défendu cette opinion parce que j'avais peur d'être contredite. Ces réponses peuvent être embarrassantes, mais selon Carl Jung, c'est précisément à ce moment-là, cet aveu sincère, que la véritable prise de conscience commence. Ne vous en servez pas pour vous juger. Ne vous dites pas « je suis tellement dépendant, c'est pathétique ».
Au contraire, soyez observateur, Triss. C'est comme s'il y avait un caméraman en vous qui enregistre. Regarde, tu as cherché la validation. Ok, enregistré. Cette observation détachée, avec le temps, ouvre la voie à un véritable changement. Une fois par jour, de préférence avant de vous coucher, posez-vous ces 3 questions. À quel moment aujourd'hui ai-je le plus recherché l'approbation des autres? Qu'ai-je ressenti à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se cachait derrière ce sentiment? Noter ces 3 questions dans un carnet est bien plus puissant que de simplement y penser. Écrire crée une distance entre vous et vos pensées. Vous les voyez, vous les observez de l'extérieur, au lieu de vous y plonger. Carl Jung décrivait ce type d'observation intérieure comme un véritable contact avec soi-même. Ce contact, avec le temps, produit quelque chose d'étrange mais de beau. Votre besoin existentiel d'approbation s'estompe peu à peu. Pourquoi? Parce que se voir, se témoigner de soi, est en soi une forme de validation, la forme la plus fondamentale. Dire « je suis là, je me vois, c'est moi ». En faisant cela, vous réaliserez peut-être, au cours des premiers jours, que « j'ai presque tout fait pour être validé ». Pas de panique. Ce n'est pas un échec, c'est une prise de conscience. On ne peut changer ce qu'on ne voit pas. Selon la psychologie de Carl Jung, le point le plus dangereux, ce sont nos angles morts, ces zones d'ombre que nous ne pouvons changer parce que nous ne les voyons pas et qui s'amplifient justement parce que nous ne les changeons pas. Prendre conscience de la situation est déjà un grand pas. Ce processus n'est pas linéaire. Parfois, vous vous sentirez beaucoup plus libre après une semaine. Parfois, vous retomberez dans vos vieilles habitudes. Ces revers ne sont pas des échecs. Ils nous rappellent la complexité de l'âme humaine. L'impatience est le pire ennemi de ce processus. N'ayez pas peur de la simplicité. Un petit pas, même concret, vaut bien plus qu'une grande intention, même vaine. Donnez-vous une chance aujourd'hui. N'attendez pas une transformation radicale. Posez-vous simplement la question, à qui cela est-il destiné? Et regardez la réponse en face, aussi inconfortable soit-elle. Car cette introspection marque le début de quelque chose. Le premier pas, petit mais durable, vers la découverte de votre véritable nature, au-delà des apparences. Lorsque vous franchirez ce pas, vous réaliserez quelque chose. Ce pas ne vous mène nulle part, il ouvre quelque chose en vous. Ce faisant, vous pourriez réaliser quelque chose de plus simple. Certaines de vos décisions étaient déjà prises en vous avant même que vous ne posiez la question. Poser la question ne les change pas. Cela les rend simplement visibles. Vous avez le choix sur ce qui est visible. Cela peut sembler un petit pouvoir, mais il ne l'est pas. Le choix est la forme la plus tangible de liberté. Passer d'une réaction automatique à une attitude consciente, c'est la révolution la plus discrète et pourtant la plus profonde de la vie. Une semaine plus tard, comptez le nombre de fois où vous vous êtes posé cette question. À mesure que le nombre augmente, vous sentirez quelque chose se relâcher. Ce voyage ne s'arrête pas là. En réalité, ce dont nous parlons aujourd'hui n'est que la première étape d'un long processus. Mais certaines portes, une fois ouvertes, transforment profondément quelque chose en vous. Nous espérons que cette conversation sera l'un de ces seuils. Carl Jung reconnaissait avoir façonné la moitié de sa vie en fonction des attentes, de l'approbation et des jugements d'autrui. Cet aveu fait partie intégrante de sa grandeur, car la prise de conscience est déjà un tournant. Voir, c'est déjà agir. Regarder cette vidéo jusqu'au bout aujourd'hui pourrait être le signe avant-coureur d'un tel moment pour vous aussi. Nous recherchons tous l'approbation. C'est une émotion humaine, c'est compréhensible. Cela fait peu, être même partie de notre histoire évolutive. L'exclusion de la communauté était un danger réel et mortel pour nos ancêtres. Dans le monde moderne, ce mécanisme de survie nous rend souvent superficiels. Il nous empêche d'exprimer nos véritables pensées. Il nous éloigne de nos valeurs profondes. Lentement, sans même nous en rendre compte, nous sommes entraînés dans une vie modelée pour répondre aux attentes des autres, et nous nous réveillons chaque matin avec un étrange vide intérieur. Le plus précieux cadeau que Carl Jung nous ait fait n'est ni un concept ni une technique. C'est la permission. La permission de reconnaître qu'être soi-même, avec toutes ses contradictions, ses parts d'ombre et ses zones d'ombre encore inexplorées, a une valeur intrinsèque. C'est la permission de reconnaître que chaque partie de vous qui demeure cachée, refoulée, dissimulée derrière le masque vous appartient, et que la confronter ne vous brisera pas, mais vous unifiera. Ce n'est pas facile, très difficile, surtout au début. Lorsque vous retirez le masque, vous avez vécu ainsi si longtemps que vous ne parvenez peu être pas à voir clairement ce qui se cache en dessous. Durant ce processus,
Vous pouvez vous sentir très seul par moments. Parfois, un pas en avant, 2 pas en arrière. Parfois, de vieux schémas vous retiennent. Lorsque vous vous en rendrez compte, vous serez en colère contre vous-même. Mais à chaque fois, au lieu de cette colère, regardez avec curiosité. Demandez-vous, pourquoi cela revient-il? Qu'essaie-t-il de me dire? Car l'ombre n'est pas un ennemi, c'est une partie de vous qui attend d'être reconnue. Dans les moments les plus difficiles, souvenez-vous de ceci. Cesser d'attendre l'amour de tous ne signifie pas renoncer à être aimé. Cela signifie bâtir l'amour sur ce que vous êtes et non sur un masque. C'est peut être l'acte le plus courageux qu'une personne puisse accomplir pour elle-même, car cela signifie renoncer à toute garantie. Peut être ne serais-je pas aimé, mais cette fois la vérité est que je serai aimé ou non. Aujourd'hui, la seule question que nous voulons vous poser est la suivante. Si personne ne vous observait, ne commentait, n'approuvait ni ne désapprouvait, qui seriez-vous? Vraiment, sincèrement, du plus profond de votre être, qui seriez-vous? Notez cette question quelque part. Vous n'avez pas besoin d'y répondre immédiatement. Prenez le temps d'y réfléchir, car le simple fait de se poser cette question est une transformation en soi. L'héritage le plus précieux de Carl Jung est précisément cela, le courage de continuer à chercher la réponse. Vous portez déjà ce courage en vous. Si cette conversation vous a fait réfléchir, écrivez simplement dans les commentaires « Qui serais-je » Nous voulons vous lire. Que cet espace soit un lieu de rencontre pour celles et ceux qui osent poser cette question. Votre j'aime contribue directement à diffuser ce type de contenu auprès d'un public plus large. Si ce parcours vous a apporté quelque chose, ce petit geste de soutien nous est précieux. Si vous souhaitez approfondir les enseignements de Carl Jung et ses profondes introspections, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car ce voyage continue. La prochaine étape arrive très bientôt. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.